Fin de la formation militaire de base pour 937 élèves policiers. Ce matin, ces élèves de la 52e promotion ont porté leurs attributs avant d'être présentés au drapeau. La première étape de leur formation est ainsi validée. Ils se sont par ailleurs engagés à défendre leur pays. Lutte contre la grippe aviaire, au moins 5000 poussins saisis et enfouis cet après-midi à Ouagadougou. En provenance du Ghana, pays touché par la grippe aviaire, ces poussins probablement affectés par le virus H5N1 ont simplement été détruits par la Ligue des consommateurs, une manière pour elle de protéger la volaille locale. Et puis hors de chez nous, célébration du bicentenaire de la première démocratie d'Afrique. Des milliers de Libériens ont envahi les rues de Monrovia pour commémorer 200 ans d'indépendance. Cet État ouest-africain fait par contre partie des pays les plus pauvres du monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information du soir sur Twi TV. Cérémonie de présentation au drapeau et de port des attributs aux élèves de la 52e promotion de l'École nationale de police. Une cérémonie qui marque la fin de la formation militaire de base de ces élèves. Cette promotion de 937 apprenants a validé le module. Cependant, 3 apprenants, dont un de la police nationale et 2 autres de la police municipale, continuent leur apprentissage en vue de la session de rattrapage. Mamidriana Kamabo. Ces élèves de l'École nationale de la police viennent de franchir la première étape de leur formation. Après le port des attributs, ils peuvent désormais se présenter comme élèves sous-officiers de police, élèves inspecteurs, élèves contrôleurs, élèves assistants ou encore élèves agents de la police municipale. Le premier responsable de cet établissement a insisté sur le strict respect des règlements intérieurs. Il invite par ailleurs les apprenants à préserver un climat de solidarité et de cohésion. L'étape qui reste, c'est la formation, j'allais dire, pédagogique pour les autres modules. Parce que là, on vous a dit que c'était le premier module. Donc, ils vont avoir donc affaire à d'autres modules. Nous avons 5 modules pour certains cycles et 6 modules pour les plus gradés. Alors, ce que nous leur recommandons pour l'étape suivante, c'est la discipline. On l'a déjà dit dans notre mot. Ces élèves de la 52e promotion ont été aussi présentés au drapeau. Une présentation qui permet à ce dernier de prendre part aux prises d'armes. Ils sont aussi engagés à servir la nation et à défendre le drapeau en tout temps et en tout lieu. Je crois qu'au-delà du symbolisme, c'est un acte fort. Ce qui va ouvrir la voie certainement aux défis nouveaux auxquels ils feront face. Je profite donc de cet instant pour les appeler à être plus vigilants et surtout à se dire que le droit, n'est-ce pas, donc à la présentation au drapeau et le port du passant leur donne désormais des obligations vis-à-vis des populations. Bientôt, n'est-ce pas, ils seront donc sur le théâtre des opérations pour certainement mettre à profit ce qu'ils ont dû apprendre. Et à l'instar de plusieurs écoles professionnelles, l'École nationale de la police applique un système d'enseignement modulaire. Et un accent particulier est également mis sur le premier module intitulé « Formation militaire de base ». Toute recrue n'ayant pas exécuté 85% de son volume horaire total redouble la première année. Pour cette promotion, 937 apprenants ont validé le module. 3 apprenants, dont un de la police nationale et 2 autres de la police municipale, continuent leur apprentissage en vue de la session de rattrapage. Le 10 février dernier, le président du MPSR prenait la décision de réorganiser la sécurité de certaines institutions, notamment la présidence du FASO, la primature et l'Assemblée nationale. Ainsi, la sécurité du président du FASO relève désormais de l'armée de terre. La gendarmerie assure la sécurité du Premier ministre et la police, elle, se charge de la sécurité du président de l'Assemblée nationale. Cette réforme est-elle opportune? Quelles sont les implications? Éléments de réponse dans ce reportage signé Maxime Chanhut-Bambara.
Les services de sécurité de la présidence, de la primature et de l'Assemblée nationale seront respectivement assurés par l'armée de terre, la gendarmerie et la police. Ainsi en a décidé le président du MPSR, chef de l'État, dans un acte signé le 10 février dernier. Fini donc la sécurisation mixte de la présidence du Faso, qui était l'affaire de l'armée, de la gendarmerie et de la police, réunis au sein du GSPR, le groupement de sécurité et de protection républicaine. Une unité mise en place après la dissolution de l'ex-RSP, régiment de sécurité présidentielle. Pour l'expert en sécurité Mahamoudou Sawadgo, cette répartition correspond aux missions et aux aptitudes des différentes unités. Que l'armée de terre s'occupe de la sécurité du président correspond à une mission qui est dévolue aux unités spéciales de l'armée qui ont la capacité humaine et logistique nécessaire pour pouvoir assurer correctement la sécurité du chef de l'État. Et que la gendarmerie assure la sécurité du Premier ministre, et ça correspond effectivement aussi aux prédispositions et à la capacité de la gendarmerie de pouvoir assurer la sécurité du Premier ministre, et qui est une sécurité qui est plus grande et plus éprouvante que la sécurité du président. Et que l'Assemblée aussi soit assurée par la police, je pense que ça correspond aussi à une capacité pour les policiers d'assurer la sécurité de ce troisième personnage de l'État. Pour ce dernier, cette réforme va permettre non seulement d'harmoniser les traitements entre les différents corps, mais aussi d'apaiser les tensions qui pourraient exister entre eux. Un corps mixte, c'est un corps aussi qui fonctionne avec différentes entités qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas le même dévouement et qui n'ont pas les mêmes effectifs. Ce qui fait que c'était difficile. Vous avez pu entendre au temps de l'Ancien Régime plusieurs bisbilles entre les policiers et les gendarmes, ce qui n'était pas intéressant. Ce qui expose davantage le président. La sécurité du président du Faso nécessite un effectif et des moyens logistiques conséquents que seule l'armée dispose selon l'expert en sécurité. La gendarmerie est donc déchargée d'une lourde responsabilité avec cette réorganisation et elle pourra par ailleurs répondre aux besoins d'autres institutions. L'armée de terre a cette capacité humaine en ce sens que pour assurer la sécurité d'un président, je dirais qu'il faut effectivement au minimum 500 hommes. Et 500 hommes, et je dirais que enlever de l'effectif par exemple de la gendarmerie, la gendarmerie va le ressentir au sein de ces entités. C'est la même chose que la police qui peut-être va manquer de certaines capacités logistiques pour pouvoir atteindre ses objectifs si on confiait à la police et la sécurité, si on confiait toute la sécurité du président à la police. Donc voilà un peu comment on appelle ça, les contraintes liées à chaque corps. La gendarmerie quitte le dispositif sécuritaire de la présidence du Faso, mais pas totalement, puisque l'escorte motorisée, la garde rouge et la fanfare pour les honneurs seront assurés par des éléments de la gendarmerie. Cette réorganisation ne concerne donc que la garde rapprochée du président. Mais faut-il s'attendre à la création d'une unité d'élite comme l'ex-RSP? Les éléments de l'armée de terre qui vont assurer la sécurité du président, c'est des éléments d'élite, puisque c'est des unités spéciales de l'armée de terre, donc c'est déjà des éléments d'élite. Et maintenant, ça dépend de la caractéristique qu'on va donner à ce corps. Et ça dépend aussi des pouvoirs qu'on va donner à ce corps. Et c'est ça qui va déterminer le fait que ce corps va ressembler à l'ancien corps qui a été dissous, ou bien ce corps va rester républicain et donc être assujetti aux autres règles comme les autres entités. Et aussi, ça dépend des privilèges qu'on va accorder à ce corps. L'expert en sécurité, Mahamoudou Sawadgo, interpelle déjà les autorités à mettre des garde-fous en place à travers des textes clairs afin d'éviter que ceux qui ont en charge la garde du président du Faso se croient supérieurs aux autres corps de l'armée, toute chose qui pourrait créer des frustrations à la longue. Lutte contre la grippe aviaire, les services vétérinaires en collaboration avec les forces de sécurité, notamment la police municipale et la Ligue des consommateurs, ont saisi un lot de plus de 5000 poussins importés frauduleusement du Ghana. Probablement affectés par la grippe aviaire, ces poussins ont été détruits en enfouis ce 15 février 2022 au centre d'enfouissement de Tanguin. L'objectif est d'éviter une propagation de la maladie et préserver les poulets locaux. Abdourahmane.
Ce sont plus de 5000 poussins qui ont été détruits et enfuis au centre d'enfouissement de Tanguin. Les poussins sont d'abord étouffés dans des emballages en plastique, ensuite jetés dans un fossé. La raison de la destruction de ces poussins, c'est leur importation frauduleuse depuis le Ghana, un pays touché par la grippe aviaire. Pour le directeur général des services vétérinaires, tout produit aviaire en provenance d'un pays touché par la grippe aviaire est suspect. Aujourd'hui, il y a une rupture, donc les gens ont trouvé d'autres voies pour faire rentrer les poussins, et tout en se disant que bon, je vais me faire l'argent rapidement, alors qu'ils détruisent l'élevage du Burkina Faso. Et donc c'est pourquoi il faut vraiment que tous ceux qui auront vent de ces situations, d'informer rapidement les services vétérinaires pour que des dispositions soient prises. Sinon, on ne pourra pas gérer la maladie. Et si la maladie devient endémique au Burkina, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'élevage qui soit viable, surtout l'élevage de la volaille qui soit viable au Burkina Faso. Et nous avons le poulet bicyclette qui fait notre fierté. Et si on n'a plus ça, ça devient un problème. Pour le président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, au-delà de la grippe aviaire, il faut intensifier la lutte contre l'importation illégale de la volaille qui, selon lui, porte un coup dur à l'économie nationale. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'État, la société civile est prête à l'accompagner. Mais il faudrait que l'on mette davantage du tonus pour éradiquer de façon définitive la situation. Parce que le phénomène plutôt, parce que quelque part, lorsque vous regardez dans les quartiers, vous voyez des gens qui se baladent avec des poussins et ça devient le lot quotidien dans les quartiers. Ce qui veut dire qu'il faut davantage mener la lutte. Si on laisse rentrer ces volailles-là, ça veut dire que ces messieurs qui utilisent au village la volaille comme moyen de lutte contre la pauvreté vont davantage s'appauvrir. Et le consommateur que nous sommes, nous avons le devoir de contribuer à ce qu'on puisse sauvegarder, en tout cas, ces paysans-là sur le plan économique, mais aussi sauvegarder de façon générale la filière dans son ensemble au niveau du Burkina Faso, parce que le label poulet bicyclette, c'est une première, mais ça fait la fierté de notre pays. À en croire le directeur général des services vétérinaires, la saisine a été possible grâce à la collaboration de la police municipale et la Ligue des consommateurs du Burkina. Le propriétaire est activement recherché et sera sanctionné conformément au texte en vigueur, à en croire Adama Maïga. Santé humaine à présent, au moins 750 enfants sont touchés par des cancers chaque année, selon les indicateurs des services hospitaliers. Rien qu'en 2021, le service d'oncologie pédiatrie du CHU Yalgado Ouédraogo a enregistré 176 patients pour seulement 28 lits. Les capacités de prise en charge des enfants victimes de cancer sont donc insuffisantes. Sensible à cette réalité, le Lions Club District 403A3 a lancé en février 2021 la construction d'un bâtiment R+, et la rénovation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle pour renforcer les capacités du service d'oncologie pédiatrique. Ce 15 février 2022, le centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du service d'oncologie pédiatrique rénové a été inauguré. Les images avec Michael Toukré. La rénovation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du service d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouédraogo, lancé en février 2021, est inaugurée ce 15 février 2022, journée internationale du cancer de l'enfant et de l'adolescent. Ces bâtiments, entièrement relookés grâce au Lions Club District 403A3, sont composés de salles d'hospitalisation, de salles de soins et bien d'autres commodités pour la prise en charge des patients. Un pari gagné par le Lions Club dans la mise en œuvre du projet de lutte contre le cancer infantile au Burkina Faso. Alors ces centres, on ne dispose pas de services d'oncologie, on a une unité d'oncologie. Dans le Lions Club, en accord avec la direction générale de l'hôpital et avec la validation du ministère de la Santé, a travaillé à pouvoir créer ce service. Et cette création passait par la rénovation de ce bâtiment du CRIN qui devient en réalité un bâtiment destiné à l'hospitalisation du jour et au service ambulatoire du centre hospitalier Yalgado Ouédraogo.
La prise en charge des enfants victimes de cancer est une préoccupation au service d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo. Selon le chef du département pédiatrique, en 2021, son service a reçu 150 enfants souffrant de cancer et déjà en 2022, en seulement 2 mois, une vingtaine de nouveaux cas de cancer est enregistré au service d'oncologie pédiatrique. Le bâtiment était même complètement hors service et on ne pouvait pas y travailler. Et le Lion Club a répondu favorablement à cette requête pour nous permettre de rénover ce bâtiment, pour nous permettre ensuite de prendre correctement les enfants souffrant de cancer. Plus en charge de cancer est hors de portée de tout, burkinabé moyen. Et c'est pourquoi il faut tout faire pour accompagner ces enfants qui souffrent de cancer. La rénovation de ce centre de récupération et d'éducation nutritionnelle par le Lions Club District 403 A3 avec l'appui de ses partenaires a coûté un peu plus de 26 millions de francs CFA. Le projet prévoit également l'extension du service d'oncologie pédiatrique avec la construction d'un bâtiment R+1 dont l'inauguration est annoncée pour les mois à venir. Tout autre chose dans ce 20h, le procureur du Faso auprès le tribunal de grande instance Ouaga 1 a annoncé la reprise prochaine du dossier dit affaire Charbonfin sans toutefois donner un jour précis. Dans son communiqué en date d'aujourd'hui 15 février, Haruna Yoda est également revenu sur les différentes raisons qui justifient cette lenteur du dossier. La substance avec Cheikh Omar Ouedraogo. Cela fait plus de 2 ans et demi que le dossier dit Charbonfin, appelé en audience pour la première fois, n'a toujours pas connu son épilogue sur le plan judiciaire. Cependant, selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance Ouaga 1 Haruna Yoda en date de ce 15 février, le dossier sera enrôlé en vue d'un jugement les prochains jours. Le communiqué ajoute que les analyses du laboratoire sont enfin terminées et le rapport d'expertise en cours de finalisation devrait être déposé dans les prochains jours. Le rapport d'expertise demandé par la société minière Ayamgol Isakan SA est fondamental pour la suite du dossier, ce qui explique en partie le temps mis dans la procédure, précise le procureur. Il évoque également d'autres raisons qui expliquent la relative lenteur dans le traitement de ce dossier. Il s'agit notamment des contraintes liées à la commission d'une équipe d'experts, la désignation du laboratoire adéquat et le temps nécessaire à l'analyse des échantillons estimés à 2000 suivant le protocole. Le parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière travaille avec les autres compartiments du tribunal de grande instance Ouaga 1 dédié à cette tâche afin d'apporter une réponse efficace à la criminalité économique et financière, a conclu Haruna Yoda. Sport, la Fédération burkinabé de football dans une autre crise entre le président de la FBF et ses collaborateurs. Les discussions sont nombreuses sur le non-renouvellement du contrat du sélectionneur national des étalons et ses adjoints. Dans la soirée de ce 15 février, des membres du comité exécutif ont accusé le président Lazare Bansé de prendre des décisions sans même consulter ses collaborateurs. Sans plus de commentaires, voici pour vous la réaction de quelques journalistes. C'est un vent de crise qui souffle à nouveau sur la Fédération burkinabé de football FBF avec sa gestion controversée à la fin du contrat du sélectionneur des étalons Kamoumalo par Lazare Bansé, président de la FBF. Les membres du comité exécutif de la FBF accusent ce dernier de prendre des décisions sans concerter ses collaborateurs. Une autre crise qui vient entacher le mandat de Lazare Bansé depuis son arrivée en 2020 à la tête de la fêtière, selon des acteurs du sport roi au Burkina Faso. C'est un comité exécutif constitué, je dirais, à l'époque pour les besoins de l'élection. Toutes les parties prenantes ont tenté de se faire représenter. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément la meilleure composition possible. Des membres du comité exécutif qui accusent le président de prendre les décisions seul, si bien que la dernière décision du président a été fortement contestée par certains membres du comité exécutif, pas tous, ils sont 21. Je pense que c'est une fédération qui a beaucoup mal. Je crois d'abord que les crises viennent depuis le renouvellement des structures. Voilà de la manière les structures ont été renouvelées, de la manière les hommes sont arrivés, de la manière les textes ont été interprétés. Bref, il y a un ensemble de choses qui concourent à donner le phénomène de la crise. Et donc, lié à cette dernière crise également, je pense que c'est lié un tout petit peu aussi à la gestion du succès. Moi, je dis gestion du succès parce que revenir de la CAN, être 4e
et déjà qu'il y a des remous, de mon point de vue, il y a un problème de la gestion des résultats. Une crise qui doit être circonscrite le plus vite possible pour la bonne marche du football burkinabé à moins de 2 mois du début des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Moi, je pense que ça peut finir lorsque tout le monde va essayer de regarder dans la même direction. Chacun va dire, aujourd'hui, moi, je suis là pour l'intérêt des étalons, c'est pour la victoire et ça va aller comme ça. Et encore, moi, je pense que souvent, c'est le gain. Or que si c'était le patriotisme ou sous la Révolution on travaille avec la fierté nationale, moi je pense que les gens n'allaient pas se batailler comme ça. Moi je pense qu'il est temps qu'on arrête notre égoïsme et notre intérêt personnel et voir dans la même direction comme on a souvent dit. Et je pense que le 21, comme ils doivent s'asseoir ensemble, pour que le 21 là, les invités se disent. Voilà, et il faut que chacun dise ce qu'il pense pour que le Burkina Faso, et quand on parle du football burkinabé, il faut que le football burkinabé aille de l'avant. Et ça, il faut qu'il y ait un langage de vérité entre les membres du comité exécutif. Parce que depuis 2020 jusqu'à présent, on sent que ça ne va pas trop entre ces membres-là, ces 21 membres-là. Le président de la Fédération burkinabé de football, dans un communiqué, a convié le comité exécutif à une réunion le 21 février prochain. Une rencontre qui portera sur le bilan de la CAN 2021, les informations sur les sélectionneurs nationaux et bien d'autres sujets. Espérons qu'elle accouchera également de décisions qui permettront la fin de cette crise pour le bonheur du football burkinabé. Le Libéria, la première démocratie d'Afrique, a fêté ce lundi 14 février les 200 ans de son existence. Le pays a accueilli plusieurs dirigeants et dignitaires étrangers pour commémorer l'arrivée, il y a 2 siècles jour pour jour, des premiers esclaves affranchis venus des États-Unis. Un moment historique selon le président George Weah qui a ouvert la cérémonie du bicentenaire. Des dizaines de milliers de Libériens sont descendus lundi dans les rues de Monrovia pour célébrer le bicentenaire de la naissance du pays. L'État ouest-africain, fondé comme colonie en 1822 par d'anciens esclaves américains, a élevé 25 ans plus tard la première démocratie du continent. Nous avons engendré 200 ans de liberté, d'autogestion, de gouvernements successifs. Après ces 2 siècles, nous sommes à un carrefour. Nous devons à présent imaginer la suite à donner à notre continent afro-américain pour les 200 prochaines années. Première démocratie du continent, le Libéria a connu aussi des années sombres à partir de 1989 avec une guerre civile qui aura duré 14 ans et fait près de 250 000 victimes. Oui, il y a du pain sur la planche. Nous sommes passés d'un pays à la pointe de la production avec un fort PIB à un pays qui a une production et des revenus qui figurent parmi les plus faibles du continent. Mais nous restons convaincus quand même que nous allons redresser cette situation. C'est la fin de ce journal. Merci une fois de plus de l'avoir honoré. À demain, même heure. Bonsoir.